1, 2, 1, 2. Parfait. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Les derniers vont arriver. Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Bienvenue à Paris pour ce Conseil national fédéral. Je déclare officiellement ouverte cette table ronde intitulée Santé et handicap au travail et j'aurai le plaisir d'animer cette table ronde donc de 16h30 jusqu'à 18h. Cette table ronde, alors vous avez compris, on n'est plus dans un temps statutaire, elle a pour objectif de permettre un petit temps de pause, permettre de faire un pas de côté et de prendre aussi un peu de hauteur pour nous nourrir syndicalement grâce aux expériences partagées et aux questionnements de chacun et j'espère que vos participations, cher public, seront nombreuses. Cette table ronde, du coup, va se dérouler en 2 temps, comme certains d'entre vous en ont déjà l'habitude, mais il y a des jeunes et il y a des nouveaux, et je suis ravie que vous participiez à votre premier CNF. Donc, un premier temps qui va nous permettre de nous mettre en perspective sur le sujet proposé autour des différentes interventions, et à l'issue de laquelle il y aura un temps d'échange direct avec la salle. Donc surtout, ne vous censurez pas et nos invités seront ravis de pouvoir répondre à vos questionnements. Alors sans plus tarder, laissez-moi présenter nos invités de marque. Et avant de présenter donc Pierre-Michaël Hugues, Isabelle Mercier et Christelle Schaeffer, je vais demander à la régie de lancer, s'il vous plaît, la vidéo de Pierre-Michaël. Pierre-Michaël Hugues, premier boxeur au monde avec une prothèse à chaque jambe, a boxé à haut niveau en catégorie valide. Prenez part à l'histoire. Pierre-Michaël est un enfant de la résilience. Orphelin, adopté, il passe son enfance dans l'exploitation agricole familiale. À 14 ans, sa mère lui apprend que faute de moyens financiers, a priori l'exploitation ne pourra pas être sauvée. Homme de défi, enfant de la débrouille, après quelques mois, Pierre-Michaël trouve une solution acceptable pour refinancer une plantation. À ses 18 ans, il gère désormais lui-même la structure familiale. Il emprunte même 200 000 € pour assurer son développement. Seulement, la météo s'en mêle, les plantations sont ravagées, il comprend qu'il va devoir rembourser et se réinventer. Il se forme alors au métier d'infirmier et se lance plus que jamais dans la boxe. La boxe, une envie, avec l'aide de prothèses, une réalité, qui lui permet dès 2016 de boxer en catégorie valide et rapidement de performer à haut niveau. En 2022, l'armée française le repère, les médailles s'enchaînent, d'abord au niveau national, puis aujourd'hui à l'international, des performances lui valant l'an dernier les salutations du président en personne. Il faut dire, en plus d'être un athlète de très haut niveau, Pierre-Michaël n'hésite pas à s'engager au quotidien pour son pays. Convaincu du potentiel éducatif de la boxe, il intervient régulièrement dans les centres de formation des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse et auprès des jeunes en prison pour mineurs. Pierre-Michaël Hugues sera présent aux Jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles, un objectif qui a du sens, une préparation qui a un coût. Pour au mieux se préparer, performer et faire briller les valeurs de la France, il a besoin de partenaires, de sponsors avec qui construire l'histoire de la résilience, de l'ambition et au-delà de tout ça, du partage. Les médias du monde entier étant systématiquement captivés par son parcours exceptionnel partout où il passe. À suivre. Ouais, vous pouvez l'applaudir chaleureusement. Pierre-Michaël, tu as officiellement plus de 200 nouveaux fans. Tu pourras, tu auras un temps d'échange. Il n'aura pas d'ailleurs échappé à tout un chacun que Pierre-Michaël, parmi ses multiples compétences, sait visiblement aussi faire du très bon vin. Voilà, compétence qui a sûrement été très remarquée. Alors, je ne vais pas revenir sur ce qui a été évoqué au cours de la vidéo, et puis tu auras par la suite l'occasion de nous parler de ton parcours. Ce qui n'a pas été dit, par contre, c'est que tu es le fondateur de l'association COSP. COSP, qui veut dire Courage, Sport et Performance. L'objectif de COSP, c'est d'œuvrer pour la reconnaissance et l'inclusion des athlètes en situation de handicap. Donc bon... Alors on l'a vu, ton ambition est claire,
te qualifier pour les JO de Paris 2028. Et pour le coup, j'imagine qu'en ce sens, tu auras pas mal... Los Angeles, mais oui, mais bon, on est à Paris, il y avait les JO, je suis encore dans l'événement. Bon, puis par les temps qui courent, les États-Unis, c'est un peu moins tendance, donc bon, bref. On a vu que tu es un professionnel aussi épanoui, de viticulteur à infirmier, c'est quand même un sacré grand écart, et on voit que tu as su, malgré de nombreuses difficultés, créer des opportunités professionnelles variées, et tu as pris encore un nouveau virage à 360 degrés, puisque tu viens de valider un Master 2 en management avec mention très bien, s'il vous plaît. Et donc aujourd'hui, tu fais principalement des conférences. Alors ton parcours fait de courage et de dépassement de soi et d'engagement collectif résonne pleinement avec notre réflexion d'aujourd'hui sur la santé et le handicap au travail. Ton intervention nous permettra d'ouvrir le champ des possibles, mais aussi de nourrir le 3e chapitre que vous connaissez par cœur de notre résolution fédérale, Laissons-nous rêver. Alors nous avons également l'honneur d'accueillir Isabelle Mercier, que... Comment ça, t'as pas de vidéo ? Pour la prochaine fois, on aura à la conf de te préparer une vidéo. Alors, plus sérieusement, Isabelle, tu pilotes un champ d'action essentiel pour notre organisation et pour les salariés, la politique en matière d'organisation et de vie au travail, du temps de travail, de la santé au travail et du handicap. Tu es aussi responsable de la politique de formation syndicale, garante de la montée en compétences, en plus ça a été évoqué ce matin, des militantes et des militants. Tu portes également la politique de renouvellement des responsables. Alors, tu ne le savais pas, mais ça a aussi été évoqué ce matin par les syndicats, enjeu majeur pour l'avenir du syndicalisme. Et enfin, tu es en charge de la politique confédérale en direction des fonctions publiques, secteur clé pour notre société, et même si ce n'est pas forcément évident, qu'on connaît bien, puisque l'État est le premier employeur, notamment en matière de sous-traitance. Et donc, Isabelle, à travers tes responsabilités, tu contribues à porter la parole d'une CFDT tournée vers l'avenir, soucieuse de conjuguer qualité de vie au travail, droits des salariés et vitalité de l'action syndicale. Les revendications et l'action syndicale autour des enjeux de santé au travail seront au cœur de nos échanges. Et enfin, que vous connaissez très bien, puisqu'elle a en plus on a eu le plaisir de l'entendre ce matin, Christelle Schaeffer, militante engagée qu'on ne présente plus à la CFDT Service. Christelle, tu es entre autres, je ne vais pas tout dérouler, mais j'ai pris un petit échantillon. Tu es représentante syndicale du groupe Fnac Darty, au cœur des enjeux donc d'un acteur majeur du commerce. Tu exerces également un rôle de proximité en tant qu'élu CSE Fnac Nord-Est, toujours à l'écoute donc des réalités du terrain et des salariés. Tu es également membre du bureau fédéral, donc de la Fédération des services, ça va sans dire, et du bureau du syndicat des services Vosges-Moselle, et donc cette fois directement aux manettes pour les orientations de notre organisation, que ce soit au niveau national ou local. Christelle, à travers tes différentes responsabilités, tu illustres parfaitement la force du syndicalisme CFDT, être à la fois proche des salariés, présente dans l'entreprise et actrice de la construction collective à l'échelle locale et fédérale, à laquelle tu accordes beaucoup d'importance. Et tu porteras donc la parole de terrain et tu insisteras particulièrement sur l'accord Égalité Pro et QVCT, qui a été négocié chez Fnac Darty et signé il y a peu par la CFDT. Et tu nous en diras plus, on a hâte. Alors bon, ma langue a déjà fourché, mais donc nous sommes effectivement à Paris et pas à Los Angeles. Mais bon, sait-on jamais. Voilà. Un an après les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, ça a déjà été évoqué par Véronique, Badia aussi en a parlé, et c'est vrai que ces Jeux nous ont montré que l'inclusion est possible, mais un an plus tard, le constat est quand même bien plus nuancé, on pourrait même dire que le constat est plutôt amer, et particulièrement 20 ans après la loi handicap. Voilà.
on est tout à fait conscient que l'inclusion reste bien trop souvent une chimère. Dans le secteur des services, la réalité est malheureusement frappante, et ça je ne vous l'apprends pas, hein, vous le connaissez par cœur. Conditions de travail exigeantes, usure professionnelle, risque pour la santé, et pourtant, peu d'inclusion pour les salariés en situation de handicap dans les entreprises des services. Donc les enjeux syndicaux qui sont présents devant nous sont immenses. Prévenir l'usure, protéger la santé et garantir une vraie inclusion. À cela s'ajoute malheureusement le contexte du report de l'âge légal du départ en retraite. Travailler plus longtemps ne peut être durable que si la santé est protégée et si les parcours professionnels intègrent prévention et accompagnement. La CFDT agit pour transformer ces défis et progrès réels, sensibilisation des employeurs, aménagement, prévention et accompagnement. Aujourd'hui, nous allons échanger avec nos intervenants qui vont être, je le sais déjà, très inspirants, partager des constats et des solutions, réfléchir aussi à ce que nous pouvons mettre en œuvre concrètement, ici et maintenant. Donc, merci à toutes et à tous pour votre participation active et ouvrons sans plus tarder les interventions et les questions. Alors, Pierre-Michaël, c'est toi qui vas commencer. Ton parcours force le respect et nous prouve par ailleurs que c'est possible. À la CFDT Service, on souhaite que le syndicalisme soit porteur d'espoir. Alors, ma première question sera la suivante, et c'est une question à tiroir, donc tu peux voilà, piocher dans mes questions. Ma première question, c'est comment as-tu réussi à conjuguer sport, travail et handicap? Et pour réussir tout ça, j'imagine que la vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Et donc, quelles ont été les difficultés et les freins que tu as rencontrés? À toi la parole. Bonjour à tous et à toutes et à tous. Alors, ça a été avec difficulté déjà. Non, c'est évident, mais je pense que le premier frein, finalement, comme je dis souvent, c'est la question des représentations, auxquelles finalement on est tous, on en est tous victimes à un moment ou à un autre. Que ce soit trop grand, trop petit, trop mince, trop gros, trop grand. Bon. Et puis, je pense que il a fallu effectivement de l'organisation et puis passer ces représentations. Je pense que ça a été le premier sujet, ça a été ça. Vraiment, je réponds de manière assez synthétique, mais c'est vrai que je pense que le cœur de la réponse, elle est là. Voilà. Ok, alors comment du coup, parce qu'on sait tous comment on fait potentiellement pour trouver un travail, on sait que quand on est en situation de handicap visible ou invisible, ça met une petite difficulté supplémentaire. Quelles sont les étapes que tu as dû franchir pour devenir et un sportif accompli et un professionnel investi dans les différents milieux dans lesquels tu as travaillé et tout ça avec une résilience qui force le respect. Mais comment tu as réussi? Est-ce qu'il y a eu des étapes clés? Quelle est la recette magique en fait? Je pense qu'il y a un sujet qui est fondamental et que vous connaissez bien aussi dans le monde du travail, c'est la question des émotions. Les émotions, je pense que c'est... quand je dis le handicap, c'est un facteur humain et que je dis que les représentations sont la question principale, l'aspect émotionnel l'est aussi. Puisque, en définitive, et souvent c'est l'exemple que je prends, je dis qu'il y a un handicap ponctuel et un handicap durable. Typiquement, demain, vous perdez un proche, vous avez plus de mal à vous lever et à vous rendre au travail que quelqu'un qui est en fauteuil roulant, qui a un poste adapté et pour qui c'est son quotidien. De la même façon, ce handicap ponctuel peut être durable s'il n'est pas traité, si vous n'avez pas des personnes tutrices sur lesquelles vous devez vous rattacher. Vous l'avez vu à travers mon parcours qui a été succinctement exposé. J'ai dû également sur le plan émotionnel apprendre à évoluer assez seul très rapidement, non pas en lien uniquement avec
avec l'adoption, mais parce que finalement ça a été une chance, je l'ai toujours vécu comme ça, mais avec le fait que voilà, j'avais une situation familiale qui était relativement instable, et la première chose à franchir pour moi, ça a été celle-là. La difficulté majeure, c'était celle-ci. Donc quand j'étais très jeune, que des personnes me voyaient, disaient oh, le pauvre avec ses prothèses. Moi quelque part, je me disais très bien le pauvre. Mais en fait, la vraie difficulté, les prothèses, c'était pas un problème. Aujourd'hui, quand je vais faire des interventions, que ce soit dans des établissements scolaires ou des entreprises, l'idée, c'est que même se rendre compte que les difficultés les plus conventionnelles sont les plus dures à évoquer et à traiter. Pourquoi ? Parce que on a du mal à y laisser une place, puisque justement elles sont conventionnelles. On a du mal à se dire que finalement ces émotions sont importantes. Et vous le savez là encore, puisque le rôle dans une entreprise par rapport à la question de la qualité de vie au travail, c'est aussi sur ces facteurs-là qui se jouent. Donc effectivement, pour répondre à la question, je pense qu'en premier lieu, ça a été ces travails de construction. Et je finirai la réponse qui a été un petit peu longue sur une phrase que je dis souvent, où je dis l'enjeu, c'est que la place du rêve soit plus le désir de réaliser ses rêves soit supérieur à la peur de l'échec. Voilà. Merci. On va revenir après vers toi, Pierre-Michel. Isabelle. Oui. Je prendrai tes notes. C'était très inspirant. Mais nous sommes à J-1, Isabelle, d'une mobilisation nationale intersyndicale. D'ailleurs, il y a beaucoup de militants qui vont rester et nourrir les rangs des cortèges parisiens. Seulement, le souci qu'on rencontre, si on peut le dire comme ça, c'est que les préoccupations des travailleurs sont plutôt aujourd'hui le fait de garder leur emploi, avec de nombreux PSE dans les secteurs des services. La rémunération, bien sûr, qui est un sujet qui est très prégnant, ce qui fait que finalement, ces sujets autour de... Alors les différents sujets, je les énumère pas tous à chaque fois, mais les sujets autour de la santé, conditions de travail et le handicap, puisqu'on parle de tous ces sujets dans cette table ronde, arrivent après, voire bien après, pour ne pas dire que le handicap, c'est souvent le sujet qu'on ouvre en termes de négociation, enfin, quand je dis on, que les employeurs ouvrent en termes de négociation quand il n'y a plus d'autres sujets sur la table. Et donc, pour remettre tout ça au devant de la scène, d'abord, peux-tu nous dire ce que porte aujourd'hui la Confédération sur ce sujet ? Quelles sont les revendications ? Alors, en général, ça fait rigoler mes collègues parce que quand quelqu'un a un questionnement, je dis toujours « mais quelles sont tes revendications ?» Voilà. Donc, quelles sont les revendications de la CFDT, Isabelle, en matière de santé, conditions de travail et handicap ? Ouais, alors bonjour également à toutes et tous, et il y en a pour longtemps, non je rigole. Et je suis très contente d'être avec vous. Et merci pour la thématique de la table ronde. Alors c'est vrai que la question de la qualité de l'emploi et de préserver l'emploi et de vivre dignement de son travail, avec notamment un pouvoir d'achat qui permette de vivre dignement de son travail et dans vos champs professionnels, on sait qu'il y a parfois de la précarité, notamment liée au niveau de rému, mais aussi au temps de travail incomplet que subissent nombre de salariés. Mais la question du travail et de la qualité du travail, ça reste quand même dans le trio de tête des préoccupations des salariés. Et c'est pas pour rien que le 18, moi j'étais frappée, c'était ma première manif parisienne, parce que je viens de l'Ouest normalement, et donc j'ai fait les manifs nantaises auparavant au moment des retraites, mais j'ai été frappée du cortège des services et de l'importance du cortège des services à Paris. Donc bravo à vous. Et du coup... je pense que demain, tu vas être contente parce qu'il va y avoir aussi pas mal de monde dans le cortège des services. Mais c'est pas pour rien parce que ce qui s'est exprimé en 2023 et ce qui s'exprime encore aujourd'hui, c'est un désir de reconnaissance, un désir d'être reconnu dans la qualité du travail que l'on fait, mais le désir aussi évidemment d'être reconnu financièrement, mais de bien vivre au travail et d'avoir un travail de qualité. Et du coup, c'est important de porter, c'est ce qu'on porte à la CFDT notamment. Alors du coup, je l'avais ramené, enfin j'avais demandé à Xavier qui me le ramène parce que je l'avais oublié, mais le travail que nous voulons, notre idée dans ce document qui est un plaidoyer finalement pour le travail que veut la CFDT
et comment la CFDT elle veut parler du travail. Et la CFDT elle veut parler du travail autour des 7 axes finalement que vous retrouverez dans ce document. C'est comment on redonne du sens au travail, comment le travail que je fais, il a du sens pour moi, je me reconnais utile, et comment je fais un travail de qualité qui répond à mes critères de qualité sur lesquels je peux discuter. Comment je reprends du pouvoir d'agir au travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des réorganisations des ateliers, des services, réorganisation du travail, sans qu'il y ait, avec la transition écologique, avec l'intelligence artificielle, sans qu'il y ait d'échanges avec les salariés sur la réalité de leur travail et comment il peut évoluer, mais aussi comment il y a un impact de ces transformations sur la vie des travailleurs. Et là-dessus, il y a un pouvoir à reprendre des salariés sur leur travail. Le troisième axe, on est entouré avec plein de transformations, que ce soit la transition écologique, mais aussi les réorganisations. Tu disais tout à l'heure que, effectivement, dans les collectivités territoriales, vous étiez très présent via la sous-traitance, mais tout ça, ça a été des réorganisations pour vous, mais pour les collectivités territoriales aussi, qui avaient avant des services qui ont été sous-traités derrière à d'autres entreprises. Et puis, bien sûr, on a les questions de conditions de travail et de santé au travail, d'égalité femmes-hommes, et puis de lutte contre toutes les formes de discrimination. Quand on regarde les chiffres, sur les travailleurs porteurs de handicap, et puis là c'est pareil, hein, les travailleurs porteurs de handicap, je suis d'accord avec toi, la question de la représentation, elle est hyper importante à faire tomber. Et ça passe par le fait de parler ensemble de c'est quoi nos représentations et c'est quoi et comment on les relève. Et dans les représentations, il y a le handicap physique, mais il y a aussi les handicaps cognitifs, et puis il y a le handicap aussi psychologique. Et tout ça, c'est un ensemble en fait pour lesquels en fait il faut qu'on travaille. Et quand on regarde sur la totalité des personnes qui sont porteuses de handicap, il y en a quand même 14% qui sont porteuses de handicap à cause du travail. Et bien souvent, ces 14% qui sont handicapés à cause du travail, ils se retrouvent hors de l'entreprise. Parce que dès lors qu'il y a un petit souci de trouble musculo-squelettique important, l'insertion professionnelle, elle est inexistante, et les employeurs, ils ne travaillent pas avec nous, forcément, mais ils ne travaillent pas non plus avec les services de santé pour réadapter les postes de travail. Mais en amont, pour prévenir, ils ne travaillent pas non plus sur le poste de travail lui-même pour essayer de prévenir le handicap et du coup de prévenir la désinsertion professionnelle. Et donc on voit bien que le sujet de l'agir sur le travail fait vraiment partie des leviers d'action sur la lutte contre les discriminations, de toutes les formes de discrimination, dont celle des salariés porteurs de handicap. Et puis juste pour terminer, dans les constats qu'on fait, c'est qu'on parle du plafond de verre dans le cadre de l'égalité femmes-hommes, mais en termes de déroulement de carrière, d'accès à la formation professionnelle, d'accès à d'autres postes quand on est dans l'entreprise pour progresser professionnellement, c'est aussi des populations qui non seulement se ressentent victimes de discrimination, mais statistiquement le sont fortement aussi. Alors pour compléter, parce que ça fera très plaisir à tout le monde, on est un peu en avance sur le timing, mais le but c'est qu'on profite pleinement aussi de cette table ronde. J'ai envie de te relancer tout de suite, Isabelle, sur... tu viens de l'évoquer, les métiers des services sont des métiers qui cassent. Il y a Véronique qui utilise ce terme et qui est très juste, même si voilà, il est un peu brut de décoffrage. Les services les secteurs des services sont une fabrique à travailleurs handicapés. Et voilà. C'est notre réalité. Il y a des chiffres qui le disent, il y a des rapports qui le disent. Les salariés des services, pour nombre d'entre eux, ne sont plus en situation de travail au moment du départ en retraite, et on a pris plus d'eux, donc autant dire que ça va être encore plus compliqué, soit pour des questions d'inaptitude, de maladies professionnelles, sont au chômage, voilà, tu viens très bien de l'illustrer, c'est notre réalité.
Comment on fait aujourd'hui? Comment on fait pour faire bouger les lignes? Puisque voilà, on a les leviers en entreprise qu'on connaît, mais avec la fin des CHSCT, on voit aussi la difficulté dans notre pouvoir d'agir. Et finalement, tu parles de plafond de verre, c'est un peu ce qui est vécu par les équipes. Et donc, comment on fait pour aller plus loin dans la prévention? Est-ce qu'au niveau institutionnel, il y a aussi des échanges qui peuvent être porteurs d'espoir, justement, et qui peuvent nous dire qu'il faut qu'on continue sur cette voie-là parce qu'il y a des portes qui s'ouvrent, ou est-ce qu'au contraire tout est fermé? Et dans ce cas-là, quelle piste peux-tu éventuellement nous donner? Sacrée question. Hein. Ouais, c'est des questions à tiroir. Ouais. Moi, j'ai envie de dire que je pense que le premier levier d'action, c'est d'aller parler avec les salariés, de les faire parler de leur travail et de leurs difficultés, et de leur proposer de nous rejoindre en leur proposant d'adhérer à la CFDT. Donc, je dis pas ça parce que tu es là, je te jure, Sylvie, parce que je le dis tout le temps. Mais c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, parce que Sylvie qui est là, elle est chargée, secrétaire confédérale sur le développement, puis Xavier, il est sur les discriminations. J'en profite pour présenter mes collègues que j'ai pas présentés. Voilà. Mais non, mais je pense que le premier levier qu'on a aujourd'hui face à des employeurs et des organisations patronales qui sont désolantes. Et c'est un petit mot, parce que je ne veux pas être trop brute, mais c'est hallucinant quand même quand on parle avec les organisations patronales au niveau national des questions du travail. On parle à des murs, ils ne veulent pas parler des questions du travail. Dans la métallurgie, ils viennent de refuser d'ouvrir une négociation sur le fonds d'indemnisation de l'usure professionnelle parce qu'ils ont décrété qu'il n'y avait pas de pénibilité dans la métallurgie. Voilà. Donc, faut qu'on continue, nous, à labourer le terrain médiatiquement et puis, du coup, à faire du bruit pour le travail, comme nous l'a demandé notamment Véronique à un bureau national où on parlait du travail. Et c'est pour ça que dans le plan d'action du travail que nous voulons, on a un axe qui va être sur faire du bruit sur le travail, parce que il faut qu'on parle travail, il faut que la CFDT parle des travailleurs, mais il faut que nos militants, donc nous tous, hein, on aille à la rencontre des travailleurs, qu'on leur propose d'adhérer à la CFDT et qu'on leur dise si ensemble on fait collectif. Peut-être qu'on n'arrivera pas à changer tout de suite, mais en tout cas, on sera moins fragile que si on est tout seul avec nos problématiques. Donc moi, je pense que ça, c'est un incontournable. Et du coup, je pense que les leviers, ils sont essentiellement dans les administrations et les entreprises, dans la discussion avec l'employeur. Mais du coup, quand on a plus d'adhérents dans son entreprise, on est aussi plus fort pour s'adresser à l'employeur. Et du coup, on a plus de chances de le faire plier sur un certain nombre de revendications. Donc ça, voilà, c'est le numéro 1, je dirais que c'est ça. Le numéro 2, c'est que dans toutes les entreprises, normalement, il y a un document unique d'évaluation des risques qui doit être genré en plus, parce que les problématiques de santé au travail des femmes ne sont pas les mêmes que celles des hommes, et que on voit que par exemple les troubles musculo-squelettiques, il y a plus de femmes que d'hommes qui en sont victimes, et que non seulement le document unique d'évaluation des risques, il est présent que dans la moitié des boîtes, d'une part, et d'autre part, le genré, je suis nulle en chiffres, mais c'est encore plus faible comme taux, le document unique genré. Et derrière ce document unique, il y a un travail de plan d'action pour prévenir les risques, et ça doit faire le fruit d'un dialogue social, mais d'un dialogue social de proximité. Mais ça reste quand même, en tout cas nous, dans ce qu'on porte aujourd'hui auprès du patronat, ça reste quand même la colonne vertébrale de l'action sur les questions du travail. Et puis pour faire un troisième axe de ce qu'on porte maintenant depuis la réforme des retraites et qu'on continue de tirer comme fil, hein, il y a 9 principes de prévention obligatoires de la part des employeurs, et on demande à ce qu'il y ait un 10e principe qui soit inscrit dans l'obligation légale, à savoir d'écouter les travailleurs sur les questions de sécurité et de santé au travail. Parce que qui mieux que vous savez c'est quoi qui peut être dangereux dans
C'est pas très français ce que... Qu'est-ce qui... Pardon, des fois je fais pas gaffe. Qu'est-ce qui est dangereux dans le travail que vous faites au quotidien et comment on peut travailler sur ces éléments de difficulté et ça, c'est vraiment une revendication qu'on porte et qu'on continue de pousser. Puis peut-être juste pour dire que sur la pénibilité, parce que évidemment... En 2003, on a gagné la pénibilité. On sait que Macron le compte pénibilité, il l'a réduit quand même à une peau de chagrin, puisqu'il a retiré les principaux critères, les critères ergonomiques, qui sont quand même principalement responsables des troubles musculo-squelettiques. Je ne dis pas qu'on va y arriver. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'entre la réforme des retraites, où la question du travail elle a été beaucoup portée par Laurent Berger, que sur le conclave, Marie-Lise a fortement porté la question de la pénibilité et de renégocier sur la pénibilité. Aujourd'hui, la pénibilité, même si on ne l'a pas obtenue, enfin la reconnaissance de la pénibilité, n'empêche qu'elle est dans la tête des gens qui sont en face de nous et que je pense qu'à force de pousser cette question de la pénibilité, les patrons ils vont bien être obligés de lâcher aussi à un moment donné. Pardon pour... Merci Isabelle. Et du coup, on va rentrer vraiment très concrètement dans l'action syndicale et qui va très bien illustrer finalement les propos que Pierre-Michaël et Isabelle viennent de tenir. Alors, Christelle, avec toi, on va plutôt se plonger. S'il vous plaît, il y a plein de discussions parallèles et on les perçoit très nettement et ça fait vraiment un brouhaha qui est pas très agréable. Merci à vous. Et donc Christelle, avec toi, on va se plonger dans le grand 2 de notre résolution fédérale que vous connaissez tous par cœur. Le grand 2, il s'intitule « Conquérir de nouveaux droits », entre autres. Et donc tu as fait partie, Christelle, de l'équipe CFDT qui a négocié l'accord égalité pro et qualité de vie au travail pour Fnac Darty. Alors, question numéro 1. Peux-tu nous en dire plus sur les revendications qui ont été portées du coup par la délégation CFDT? Petit 2, comment se sont passées les négociations? Et puis petit 3, c'est pour après. Très bien. Bonjour à tous. Moi, je vais vous embarquer dans l'immersion du groupe Fnac Darty. Donc, ce premier accord, je vais commencer par l'accord que la CFDT n'avait pas signé, cet accord égalité professionnelle et QVCT, qui était, à notre sens, et là je parle de 2022, une véritable vitrine pour recruter les talents, mais du côté employeur, une coquille vide, je vais appeler ça une coquille vide. À l'époque, j'étais pas déléguée d'enseigne Fnac, donc c'est mon prédécesseur. Et là, pour le coup, tant mieux que la délégation n'avait pas signé cet accord où il n'y avait rien dedans. On avait décrété avec la délégation de négociateurs CFDT d'arriver sur chaque thématique avec c'est vaste de négocier un accord QVCT égalité pro. Ça nous a pris 7 mois en tout. En fonction de chaque thématique que vous abordez. On s'était fixé comme feuille de route de vraiment axer des mesures qui tombent pour la thématique handicap, tout ce qui allait toucher à la santé mentale, puisque ça craque partout et même sur Fnac Darty. On était venu sur tout ce qui allait vraiment toucher les conditions de travail et aussi un sujet qui est hyper important aujourd'hui, avant d'arriver à des situations de handicap, je pense à tout ce qui va être inaptitude et ces fausses offres de reclassement quand on vient nous consulter en instance CSE, où ils arrivent pertinemment avec des offres, puisqu'ils viennent vous consulter sur les offres de reclassement, et comme par enchantement, eh bien, il n'y a jamais de poste, ni adapté, et on se parle du groupe Fnac Darty, avec multiples entités. Donc ça, c'est une honte. Donc on s'était dit que cette négociation-là, elle avait des enjeux importants, puisque je vais quand même faire un petit décroché là-dessus. Puis la disparition des CHSCT, je l'ai évoqué ce matin, ce grand vide. On a bien vu que les ordonnances Macron sont venues axer les conditions de travail, on s'en fiche. Je vais vous le parler avec mes mots. Et c'est ce qui se passe dans le cœur des magasins Fnac aussi. Moi, je suis sur le magasin de Metz. On a vu des magasins qui se dégradaient, puisque les CHSCT étaient quand même
une véritable instance de pouvoir qui pouvait maintenir des conditions de travail correctes. Donc on s'était dit, on va arriver à cette négociation-là, on va travailler chaque thématique, et quand on est arrivé sur le handicap, je pense que ce qui est hyper important, parce que je vais faire un petit clin d'œil à mes côtés, elle a ouvert le champ du DURP, on a quelque chose d'hyper important là. Quand on arrive chaque année en tant que représentant du personnel sur la mise à jour des documents uniques et du PAPRIPACT, je pense qu'il est bien d'aller croiser toutes les données, même en amont d'une négociation, entre le rapport HSCT, les documents uniques que vous avez dans les mains et les bilans sociaux. Et là, on va faire de jolies découvertes. Pour le coup, vous allez trouver des données qui sont importantes. On est donc arrivé, cette négociation-là était laborieuse, pardon, merci, parce que la direction est arrivée avec une feuille de route bien définie. On venait lui parler d'inaptitude. Nous, on parlait d'inaptitude et qu'il y avait pas mal de choses à faire quand même en amont avant d'arriver à des salariés qui étaient en situation d'inaptitude ou cassés. Si je pense aux logisticiens, si je pense aux savistes, si je pense aux TMS des hôtesses et autres services clients qu'on a à la FNAC. Il y avait des choses à faire. À partir du moment où vous ne faites pas de prévention, qu'elle soit primaire, secondaire, tertiaire, et que l'entreprise ne vient pas axer des choses mais fait que de la réparation, on se retrouve à des situations comme ça. Donc sur la thématique du handicap, on s'était dit, on ne va rien lâcher, parce qu'on a des collègues qui sont recrutés en situation de handicap, et on a des collègues qui le deviennent en situation de handicap. Et c'est comment on allait pouvoir agir pour protéger tous les collègues partout, sur toutes les sociétés, et comment on allait pouvoir œuvrer. Alors je vous fais quand même un petit retour d'expérience. Je me suis retrouvée dans un CSE en 2020, où il a fallu ramer pour obtenir une obligation qui est légale, c'est d'avoir sous les yeux la DOETH, qui doit être fournie au CSE. Et là, je découvre que notre taux est en dessous des 6%. Donc je regarde le président de l'instance et je lui dis c'est une plaisanterie. Ah ben non, Madame Schaeffer, je vais vous répondre. C'était en 2020. L'entreprise préfère payer la contribution dont elle va être redevable que d'adapter les postes de travail. Je lui dis est-ce que vous plaisantez? Je travaille où ici? Dans une boulangerie du coin? Il y avait déjà eu ce petit faisceau qui venait nous dire va falloir bouger là quand même. Donc, pour revenir maintenant sur cet accord qu'on a négocié, je vous partage aussi qu'on a fait mettre en place, parce que c'est important aussi, ça touche tout le monde, on a fait mettre en place un outil qui s'appelle Holicare, qui est spécifiquement sur la santé mentale avec des référents, et où les salariés peuvent aussi interagir avec une plateforme qui a coûté 500 000 € à l'entreprise. C'est pas grave, je pense que Fnac Darty a les moyens. On a vu beaucoup de cadres du siège qui étaient en souffrance, donc il fallait adapter les conditions de travail à tous les angles et accessible à tous en cas de besoin. Ça, c'était pour cette partie. Au niveau du handicap, avec la délégation CFDT, on s'était dit il y a l'insertion, mais il y a aussi le maintien dans l'emploi des travailleurs en situation de handicap qui va être importante. Donc, dans les mesures que nous avons obtenues, on a réussi à faire passer la contribution financière à 1 000 € pour l'équipement personnel utilisé dans le cadre de l'activité professionnelle, voire doublé s'il y avait encore des besoins ou des nécessités pour chaque salarié qui en exprimerait le besoin. Et au niveau de la prévention de l'inaptitude, on a demandé que chaque salarié qui sortirait soit appelé à remplir un questionnaire et à exprimer s'il avait été accompagné comme il le devait, c'est-à-dire à son entrée dans l'entreprise, qu'est-ce qui a été adapté pour lui, comment on a œuvré derrière pour l'aider aussi à évoluer, puisque j'ai entendu qu'on se parlait d'évolution professionnelle, parce que ce n'est pas parce qu'on est salarié en situation de handicap qu'on ne peut pas prétendre à évoluer dans des postes à haute fonction aussi. Faciliter le quotidien, on s'est aperçu qu'ils faisaient des formations pour remplir leurs obligations, mais avec des supports non adaptés. Donc là, on avait aussi des difficultés. On a demandé cette mise en place-là par rapport à ce que nos collègues remontaient du terrain.
Et en plus de faciliter une deuxième journée possible d'absence quand ils ont besoin d'aller constituer une journée d'absence, 2 journées d'absence rémunérées pour constituer la reconnaissance du handicap et tout ce qui allait être dégagé derrière et tout ce que ça implique. Après, je vais vous partager aussi quelque chose, je pense, qui pourra parler à bon nombre d'entre vous, qui êtes des militants du terrain, et je pense que ça, c'est important que je vous le partage aussi. Sur notre propre magasin, donc la Fnac de Metz sur lequel je travaille au service après-vente, nous avons un collègue qui travaille au service client, qui est sourd et muet, qui n'a jamais voulu se faire appareiller, dont acte, c'est son libre choix. Sur ce magasin-là, on a un historique avec le secrétaire général d'ailleurs qui est présent dans cette salle, Guy Côte, qui avait fait énormément de choses pour les salariés quand il travaillait à la Fnac sur les conditions de travail, puisqu'il était le secrétaire de CHSCT. Il avait réussi à fédérer dans ce magasin-là que chacun s'entraide et qu'on soit toujours présent pour tout le monde. Donc ça, c'est important, j'avais envie de le dire. Ce salarié-là... ouais. Il a fait énormément pour les conditions de travail sur le magasin pour lequel je travaille. Et c'est vrai que la disparition des CHSCT n'a pas aidé. Ce collègue-là, on a donc soumis... alors, on a vu que la direction... On se protège tous. On a vu que la direction n'œuvrait pas, on le voyait en difficulté, sourd et muet, au niveau du service client, avec les mêmes attentes de résultats que n'importe quel salarié. Donc, il fallait peut-être lui donner les moyens de pouvoir travailler comme tout le monde. On est allé voir la direction 1 fois, 2 fois, 3 fois, elle n'entendait pas, je reviens vers vous, je prends note, je prends le point. Tout le monde connaît, non? Je prends le point. Alors, à force de prendre le point, on a fait déplacer la médecine du travail, la CARSAT, l'inspection du travail, et puis là, on a eu quand même des appuis. Et on a donc proposé la solution d'adapter sa tablette qui est retranscrite en temps réel. Il va juste faire un signe au client qui va simplement se rapprocher quand c'est pas trop proche de ce qui est connecté, et il va pouvoir travailler comme tout le monde, comme vous tous dans cette salle. Et donc, on voit un salarié qui est hyper heureux, et ça, c'est une petite victoire. Voilà, c'est une petite victoire pour nous. Je pense avoir dit déjà beaucoup de choses. Tu as dit beaucoup de choses, mais je suis sûre que ça commence à... que les questions commencent à... Oui, on me fait signe de la tête que vous êtes prêts. Eh bien, écoutez, plutôt que de relancer une série de questions, je vais vous laisser cette opportunité. Je sais juste pas s'il y a des personnes dans la salle qui sont prêtes pour faire tourner les micros. En tout cas, vous l'avez compris, et c'est pas du tout une conclusion, au contraire. Hein. C'est un lancement de vos questions. Pierre-Michaël nous prouve que tout est possible et qu'il suffit juste d'y rêver pour pouvoir mettre en œuvre. Isabelle nous a dit ce qu'étaient les revendications de la CFDT, mais aussi les outils que nous avons à notre disposition pour pouvoir porter nos revendications syndicales et spécifiques services. Christelle vient de nous raconter concrètement comment ça pouvait se traduire dans un accord, et donc maintenant, place à la salle, place à vos questions. On est ensemble jusqu'à 18h. Je prendrai les questions 3 par 3, et après, parmi nos invités, eh bien, se manifestera celui qui a envie de répondre à la question. C'est à vous. Eh bien, je vais commencer. Donc, bonjour Isabelle, bonjour Pierre-Michaël et recoucou ma Cricri. Donc, eh bien, moi, je trouve, Pierre-Michaël, que cette journée est une grande opportunité parce que nous, à la Fédération des services, nous vivons une crise du travail. Et personnellement, je souhaite te dire que ton témoignage et ton parcours m'a positivement bouleversée. Je suis très admirative des quelques images qui ont défilé. Et c'est une manière aujourd'hui, même si tu ne t'en rends pas compte, tu nous insuffles en fait un courage, une persévérance. Moi, je l'ai pris comme une piqûre en fait de vitamines. Et je te dis bravo. Le mot est simple, mais il est sincère. Donc, je ne sais pas sur qui va tomber la question, puisque Isabelle, tu as déjà répondu à une de mes questions. Mais effectivement, dans les magasins, avec la disparition des CHSCT,
les militants sentent qu'une commission aujourd'hui qui remplace une CHSCT n'a plus d'importance. Personnellement, je suis issue d'un grand groupe également, c'est Carrefour. Et chez Carrefour, on fait beaucoup d'effets d'annonce. Carrefour est meilleur en tout, sur la diversité, sur la place du travailleur handicapé dans l'entreprise, mais que nenni. Et dans mon propre magasin, quoi que ça nous coûte, on obtient de grosses avancées. Il y a 2 catégories, comme le disait Isabelle. Il y a le quota, le mot est pas beau, mais les lois aujourd'hui font qu'une entreprise, elle doit embaucher 6% de travailleurs en situation de handicap. Chez Carrefour, c'est désinhibé. Quand on regarde les bilans sociaux, ils le disent clairement, ils préfèrent payer des amendes. Quand ils ne respectent pas, ils sont riches à millions, hein, dividendes, CAC 40, on a tout compris. On ne va pas refaire l'histoire. Donc ça, c'est un premier point. Donc moi, je pense que les politiques ont un rôle à jouer aujourd'hui. Moi, je ne connais pas le montant des amendes qu'ils payent quand ils sont dans l'irrespect en fait, des 6% d'embauche. Mais le problème le plus important, c'est les collègues avec qui on crée du lien au quotidien qui sont dans une situation de handicap à l'heure où on se parle. Alors à Carrefour Nice TNL, on est combatif, hein, la section CFDT est combatif, et on a la chance d'avoir en fait les 2 organismes AGFI et MDPH avec qui on a de très très bonnes relations. Dès que nous les sollicitons, là récemment nous avons obtenu 3 fauteuils ergonomiques pour des salariés en fait qui sont rentrés dans l'entreprise en parfaite santé et qui aujourd'hui ont eu des multiples opérations d'épaule. C'est bien l'entreprise qui est en responsabilité en fait de cet état de fait. Et effectivement, comme le disait Christelle, nous on sollicite énormément de CSSCT extra. Hein. On les noie sous la paperasse tant ils ne mettent pas d'énergie et de volonté à œuvrer en fait pour que chacun ait sa place dans l'entreprise. Mais aujourd'hui, moi j'aimerais savoir au-delà de ça, parce que oui, un magasin réussi, 2 magasins réussis, une structure réussie, mais nous il faut qu'on pense CFDT partout, dans tous les lieux ou entreprises où nous sommes. Qu'est-ce qu'on fait quand ça ne bouge pas? Quel est le levier, je veux dire aujourd'hui, qui pourrait nous donner en fait une puissance supplémentaire pour que l'employeur, en fait c'est le code du travail, l'employeur il est le garant, il me semble, de la sécurité et de la santé au travail de ses collaborateurs. Moi je pense qu'on est pleinement dedans. Comment nous faisons aujourd'hui dans les endroits en fait où ça serait plus compliqué pour des élus de porter la voix de leurs collègues de travail en situation de handicap. Merci de votre attention. Merci à toi. On va prendre une autre question, ce qui permet à nos invités de se mettre d'accord sur qui a envie de réfléchir. Mais ça peut être une réponse à 3 voix aussi, hein. Aucun problème. Oui, bonjour. Alors, moi, je suis Béatrice Joseph, je viens du Var. Je suis la secrétaire générale des services. Et au niveau du Var, on a service de santé, Audalia. Donc, Audalia est interpellé par des salariés qui sont en situation de handicap et ils peuvent monter des dossiers. Si l'employeur joue le jeu, si l'employeur ne joue pas le jeu, il n'y a rien. Bye bye, au revoir. Donc, il faudrait une obligation des politiques pour obliger les employeurs de mettre en place une solution pour que la personne en handicap puisse travailler et être en maintien. Donc, s'il n'y a pas un enjeu politique, ça ne marchera jamais. Voilà. Merci Béatrice. Oh là, les mains se lèvent en rafale. Bonsoir et bonjour à toutes. Guillaume Thierry, là, des services
du Var. Et j'aimerais vous poser une question quant à la négociation avec le patronat. Quand on sait que ces gens-là sont actuellement en lien avec le Rassemblement national. Donc, généralement, quand on discute avec les extrêmes, c'est qu'on ne va pas du tout vers le bien-être. Donc, moi, j'aimerais savoir comment on va pouvoir anticiper ce qui nous menace dans les prochaines échéances électorales. Comment on va pouvoir combattre cette menace efficacement, tout en sachant qu'en face, le patronat est en train de lier des liens avec ses représentants. Donc moi, je pense qu'il y a quand même le feu à la maison et qu'il va falloir quand même prendre ses responsabilités. Voilà. Merci. Merci à toi. Qui se lance? Qui veut commencer? Qui veut continuer? Vas-y, vas-y. Ça se construit, je vois. Bon, déjà, merci beaucoup. Hein, c'est super, c'est touchant pour ton intervention. Merci. Ensuite, tout d'abord, par rapport à la question du coup des obligations pour les entreprises et ce fameux pourcentage où effectivement, on le voit. Bon, faut savoir que pour financer entre guillemets cette obligation. Alors, je connais pas les montants exacts, mais ils sont quand même hyper importants. C'est-à-dire que le fait de mettre en place une politique d'adaptation justement pour l'accueil des personnes en situation de handicap serait certainement moins cher à moyen terme. Mais bon, c'est une autre question. Ça peut être aussi un levier de négociation. Mais voilà, bon. Après, ils ont la possibilité, et souvent c'est un peu la problématique aussi, c'est de substituer le versement de cette amende par le biais d'un financement qui va être en lien soit avec l'écologie, question autre, mais souvent c'est des filiales qui sont rapprochées, donc c'est vrai qu'il y a une vraie question sur ce sujet-là. Donc ça, je ne vais pas lancer un gros débat, mais c'est vrai que c'est un gros souci. Donc il y a une forme de détournement quelque part qui se fait par ce biais. Il faut le savoir, parce que du coup c'est ce qui fait aussi que c'est difficile derrière d'avoir les cartes en main pour négocier par rapport à ces problématiques. Donc là effectivement c'est des enjeux qui sont d'ordre purement politique, mais par ailleurs il y a les dispositifs. Alors ça répond aussi un petit peu aux deux questions. Il y a souvent une grosse méconnaissance des dispositifs existants. On l'a dit, la question de l'emploi pour les personnes en situation de handicap, elle se fait finalement par trois leviers principaux. Le premier qui va être, je le disais, la question des représentations, c'est-à-dire d'estigmatiser un peu le poids que peut avoir un handicap, puisque finalement, il n'est pas forcément si important. Si on prend mon cas, on le voit que voilà, j'avais pas forcément de problématique, pourtant ça aurait pu être une première réflexion, totalement humaine et compréhensible. Donc c'est déjà casser un petit peu ces représentations-là, se rendre compte que finalement les adaptations sont pas toujours complexes. Le deuxième point, c'est effectivement d'arriver à générer des emplois, faciliter l'accès à l'emploi. Donc là, voilà, j'ai vu mon ami Hugo qui était présent, donc donc je le remercie, mais il y a des forums aussi qui se font. On est en plein sur la création de forums emploi handisport, mais il y a plein de possibilités de faciliter du coup l'accès à l'emploi pour les personnes en situation de handicap, de lever un peu le voile sur ces questions. Et puis le troisième, c'est, comme on l'a dit, le fait de pérenniser ces emplois. Et là, on rentre aussi sur les personnes qui, du coup, sont aussi, comme tu le disais, atteintes de handicap durant leur poste, responsabilité établie ou pas, c'est pas finalement la question. La question, c'est de pouvoir permettre à chacun de s'épanouir sur de manière durable dans son travail. Et pour ça, effectivement, alors il y a soit les aménagements de poste, où là, ça va être
au bon vouloir de l'employeur ou par un reclassement, où c'est là où du coup je voulais compléter par rapport à j'avais moi-même une question sur ce qui était mon ami du Var, parce que j'ai grandi dans le Var, Lévin c'était dans le Var, c'est pour ça, c'est marrant. Mais mais quand tu disais, pardon, pour les dossiers, tu parlais de quel dossier du coup pour les personnes en situation de handicap, les accompagner là-dessus? C'est-à-dire la RQTH, les dossiers en interne? Alors, il y a des dossiers suivis par la médecine prévention au travail, par les services de santé au travail. Et après, il y a aussi le suivi par la MDPH avec les dossiers RQTH. Voilà, il y a tout ça aussi. Parce qu'en fait, effectivement, il y a les deux strates qui se produisent. Alors, sur la première, du coup, il y a, vous le disiez, un constat où chacun est libre de pouvoir consulter à tout moment, du coup, un médecin du travail. Vous maîtrisez certainement bien mieux les droits du travail que moi, mais de mémoire, c'est ça. Et puis, donc là, il y a des recommandations. Et là, du coup, la question, j'imagine, c'est plutôt de savoir comment, quelque part, obliger l'employeur à se plier à ces recommandations. Et là, finalement, ça renvoie à un choix économique. Enfin, à un moment donné, c'est beaucoup plus rentable d'investir sur de la prévention et sur la continuité d'un poste de travail que d'y renoncer ou d'amener des collaborateurs à aller jusqu'à un reclassement et ensuite dire qu'il y a des reclassements externes. Alors je ne sais pas s'il y a des problématiques aussi de pourcentage obligatoire de reclassement interne ou externe. Je ne connais pas trop comment ça fonctionne, parce que dans certains pays c'est comme ça que ça fonctionne. Mais voilà, donc heureusement il n'existe pas ce genre de quota, sachant que dans d'autres pays ça existe, hein. C'est pour ça que je l'ai su il n'y a pas longtemps. Donc ça, voilà, finalement ils seront obligés d'y aller à un moment donné. Donc les deux vecteurs, c'est cela. Après, de manière plus globale, et ça reprend ce que tu disais tout à l'heure dans ta présentation, effectivement, le fait d'impliquer l'ensemble des collaborateurs, et là je parle sur les représentations par rapport au monde du travail et la vision qu'on en a. Souvent, il y a beaucoup de choses... dans mon mémoire de recherche, j'ai croisé beaucoup de réflexions qui étaient avec des visions qu'on avait au niveau territorial, et puis d'autres visions sur, par exemple, le modèle américain. Et il y a beaucoup de choses qu'on aimait comme des choix qui sont d'ordre social, mais qui en réalité sont simplement de l'investissement sur l'humain. Moi, quand j'avais fait... une enquête, très concrètement, j'avais c'était axé sur la santé à 50%, donc il y avait des personnes que je connaissais qui étaient des directeurs de structures sociales, il y avait des directeurs d'hôpitaux, il y avait toutes sortes de personnes que je connaissais aussi et qui étaient vraiment très très sociales, les personnes qui ont participé à l'invention du dispositif Maya pour les personnes qui sont hors cadre, etc. Bon. Et je me disais, c'est eux qui vont me donner à fond qui vont me donner un exemple qui est très très social, très orienté sur l'aspect humain, etc. Et en fait, celui qui m'a donné l'exemple qui était le plus orienté sur l'aspect humain, c'était le directeur des ventes d'une grande marque de montres à New York, qui gérait plus de 400 magasins, qui m'a donné un exemple en me disant, écoute Pierre, moi je devais arriver un matin, on m'envoyait sur un magasin en Californie, et puis sur ce magasin... il y avait 40 salariés, sur les 40, je devais en licencier 17. Donc, comment te dire que j'ai pas passé le meilleur week-end de ma vie. Je me suis dit comment je vais débarquer lundi en leur annonçant ça. Donc il est arrivé et puis il a réuni tous les collaborateurs de l'entreprise. Il leur a dit mais écoutez, voilà la situation. Il leur a exposé la situation. Alors maintenant ça a changé aux États-Unis, mais à l'époque c'était l'époque comme on voyait dans les films où le soir on pouvait repartir avec son petit bac et puis ses affaires et puis rentrer chez soi comme on était arrivé. Et il me dit il y en a 3 qui partent directement. Pour le reste, j'ai réuni tous les collaborateurs, mais j'ai dit écoutez, pendant une semaine, on va arrêter tous notre travail. On va se consacrer que sur une chose. Eh bien, ça va être le fait de construire le plan de carrière des collaborateurs qui doivent partir. On va faire marcher notre réseau, on va réfléchir ensemble sur ça. Et il me dit, mais la question, ça n'a pas été... Alors effectivement, il y en a qui ont retrouvé tout de suite, ça les a aidés, tout ça, mais c'est pas ça la vraie question. Il m'a dit ce qui a été super intéressant, c'est que pour les collaborateurs qui sont restés, qu'ils ont vu qu'on était en capacité de se battre pour eux et d'avancer.
Ils ont décuplé en termes de travail, d'imagination. Ils ont réussi à se réinventer, à faire des choses incroyables, à tel point que dès le mois suivant, on a recréé de l'embauche et que dès la fin d'année, on est revenu à des effectifs supérieurs que ceux qui étaient supprimés. Ouais, je vais, comme quoi la reconnaissance des hommes et des femmes, ça peut faire des miracles. Et si on mettait ça dans la performance des entreprises, peut-être qu'on aurait des patrons qui changeraient d'idée. Dans les leviers, par rapport à ce que tu disais, Leïla, non, c'est pas Leïla, c'est sur les SS, les Béatrice plutôt. On a des mandatés dans toutes ces structures-là et des mandatés CFDT. Enfin, la CFDT, elle siège dans les AGFIP, elle siège dans les FIPH, enfin dans toutes les structures en fait, dans les services de santé au travail, c'est aussi des structures paritaires. Et parfois, ça peut être bien quand il y a un problème de dossier, de réponse à un dossier, d'activer la force du réseau CFDT, parce qu'on est quand même une organisation qui investissons de manière forte toutes les structures territoriales dans lesquelles on doit avoir des mandatés. Donc je pense que ça fait partie des leviers que parfois on oublie mais qui sont importants. Je mets un +1 sur les services de santé au travail, et il y a aussi l'inspection du travail. Quand on regarde les JO, par exemple, sur Paris, il y a eu un vrai chantier de mener au niveau de la ville de Paris avec la direction du travail pour contrôler toute la chaîne entre le donneur d'ordre et la chaîne de sous-traitance et faire en sorte que les questions de santé et sécurité au travail soient respectées, que les rémunérations soient respectées. Et on a remarqué quand même qu'il y avait moins d'accidents du travail, qu'il y avait eu moins de problématiques de contrats de travail, etc. Comme quoi, quand on met des gendarmes sur la route, ça fonctionne, et que ça fonctionne pas bien, mais pas mal. Ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas forcément les moyens d'aller partout, mais n'empêche qu'on peut aussi activer ce levier-là. Et puis l'autre levier que je voyais, moi, c'est les cellules de prévention de la désinsertion professionnelle, qui sont très peu utilisées en fait dans les entreprises et peu activées par nous, organisations syndicales, et dont le rôle, c'est aussi de travailler avec les employeurs sur la prévention de la désinsertion professionnelle via la prévention des maladies professionnelles, mais aussi pour essayer d'agir pour réadapter les postes, pour changer de poste de travail éventuellement, pour adapter les horaires de travail, pour travailler sur l'organisation du travail. Donc c'est des leviers d'action qui sont peut-être pas assez connus et qui mériteraient probablement qu'on fasse davantage d'ateliers de sensibilisation sur le sujet. Et puis, je partage tout ce que vous avez dit sur les CHSCT ou la faiblesse des commissions santé-sécurité. C'est aussi objectivé par des enquêtes, ce truc-là. C'est que depuis les ordonnances Macron, la question du travail, c'est vraiment le parent pauvre des instances représentatives du personnel. Non seulement ça nous a fait perdre des moyens, non seulement ça a aspiré nos élus sur de l'institutionnel, parce que c'est hyper lourd aujourd'hui la gestion des CSE, qui sont de plus en plus éloignés de certaines des salariés, mais en plus la question du travail, elle a été complètement mise de côté sur ces instances-là. Nous, on réfléchit, et puis je vous annonce rien en vous disant que dans 1 an, il y a le congrès de Bordeaux. Dans les choses qui sont aujourd'hui sur les questions de dialogue social et de travail, c'est comment on pourrait réinventer des espaces de dialogue autour des questions du travail au plus près des salariés, qui n'auraient pas forcément les prérogatives des CHSCT, parce qu'on ne va pas faire dans le comment on appelle ça, c'est pas le remords, mais on ne va pas regarder dans le rétroviseur éternellement. Puis c'était pas non plus forcément ça marchait pas forcément non plus du feu de Dieu, ces instances-là. Mais comment on pourrait revendiquer
de créer des instances autour des questions du dialogue, du travail et au plus près des salariés, au plus près des ateliers, au plus près des entreprises. Il y a les représentants de proximité, mais qui ne sont pas du tout là pour ça, qui n'ont pas les mêmes moyens, qui sont... Voilà. Donc ça fait partie des choses que l'on réfléchit avec et le service dialogue social à la conf, mais en même temps le service travail pour regarder comment on peut tirer le fil. Et puis pour terminer sur la question du MEDEF et du RN, faut faire attention quand même à ne pas faire trop d'amalgame. Sur la question du RN particulièrement, la CFDT, elle est hyper claire sur sa position. Et je pense que d'abord, lutter contre le Rassemblement national, c'est avant tout, nous, être clairs sur nos positionnements, agir avec nos syndicats, nos militants pour combattre les idées du Rassemblement national, et puis la ligne de conduite qui a été revalidée, c'est qu'on ne débat pas. On ne débat pas avec le Rassemblement national, on le combat, et que la CFDT se détricote l'ensemble des propositions du Rassemblement national. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on est en train de déployer, c'est des formations pour tous les adhérents. Et la prochaine va bientôt sortir, puisque ça sera une formation en e-learning accessible sur ma formation CFDT en un clic, pour justement redonner des éléments, des clés de lecture sur ce que sont nos valeurs et pourquoi les propositions, les attitudes, les orientations du RN sont complètement à l'opposé de nos valeurs. Donc ça, c'est le deuxième axe d'action qui nous appartient concrètement en interne d'agir pour lutter contre le Rassemblement national. Et puis, le troisième axe qu'on va vous proposer prochainement, puisqu'à partir du mois d'octobre, ça a été validé par le Bureau national. À partir du mois d'octobre et jusqu'au mois de décembre, on va organiser, va vous être proposé, puisque c'est pas, va vous être proposé dans les territoires, les bassins d'emploi, les départements, dans vos régions, des espaces de débat sur les questions démocratiques. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même une réelle crise démocratie. On a une démocratie qui est aujourd'hui en danger. Et puis, du coup, l'idée, c'est d'aller débattre avec les militants, avec les adhérents, sur quels sont les signaux qui sont identifiés de fragilité démocratique, comment nous, on vit ces signaux de fragilité, comment on veut faire plus de démocratie aussi à la CFDT et comment ensemble on peut agir pour préserver la démocratie et du coup aussi lutter contre le Rassemblement national. Donc ça, c'est vraiment les choses qu'on développe sur ce sujet-là, parce que ça nous appartient d'abord à nous d'agir contre. Puis sur le plan revendicatif, agir sur le travail, agir pour plus de démocratie sociale au travail, agir pour reconstruire des collectifs de travail aussi, pour redonner du pouvoir d'agir, c'est quelque part agir contre le Rassemblement national. Parce que des salariés qui sont mieux dans leur travail, qui seront demain mieux écoutés, qui avec nous vont pouvoir s'exprimer sur un certain nombre de choses et être écoutés, c'est autant de salariés qui demain n'auront pas forcément envie de voter Rassemblement national parce qu'ils se seront sentis écoutés, respectés et sortis d'une certaine résignation qui peut aujourd'hui leur donner envie d'aller sur ce parti extrême et ce parti qui est nauséabond et nocif. Voilà. Moi, je vais juste faire un petit complément avec ce que j'ai entendu, et tu as raison, puisqu'on pourrait être nostalgique des CHSCT. Et c'est vrai, aujourd'hui, il n'y a plus les CHSCT, mais par contre, j'ai envie de vous dire, et là, on peut le faire à la CFDT, formez-vous. Il y a de bonnes articulations à faire entre la C2SCT et le CSE. Je pense que 1, 2, ah non.
Il y a de très bonnes articulations à savoir faire entre la C2SCT et le CSE, puisque la C2SCT n'est qu'une commission qui émane du CSE. Il suffit simplement de bien articuler les choses. On était même arrivé, et je pense notamment à l'intervention de Béatrice qui disait comment contraindre et tout ça. Et moi, j'entends ce que tu dis. Je pense que ça commence déjà par un travail des militants dans les entreprises. Purée, prenez vos heures de délégation, faites le tour de vos boîtes, listez tout, on commence par là, suivez les dossiers. Putain. Je pense vraiment, et vous savez quoi? J'ai aussi une conscience professionnelle pour mon boulot. Mais derrière, et quand vous avez les mandats en parallèle, ben il faut avoir le même degré d'exigence sur vos mandats. Parce que derrière, c'est tous les collègues qui nous attendent. Et je pense que déjà, quand vous lâchez pas l'employeur dans les boîtes, c'est simple. Un petit focus que je vous donne rapide. On a eu un risque grave en 2023 sur la région Nord-Est. L'employeur voulait pas nous écouter. On voyait les accidents, les maladies pro éclater partout sur l'entité du périmètre Nord-Est. Eh ben ok, ben on est venu acter avec un expert derrière qui est venu leur pointer tout ce qui n'allait pas, et là avec une contrainte derrière de mettre des mesures en place très rapidement. Il existe plein de leviers. Vous en avez un autre, la BDESE, pour ceux qui l'ont. C'est pas juste histoire de dire que l'employeur a mis la BDESE, mais assurez-vous que les données trimestrielles et ce qu'ils vous doivent en amont des réunions y soient. Et là, vous aurez déjà fixé des socles dans les entreprises. Croyez-moi, mais il ne faut pas lâcher l'affaire. Prenez vos heures de délégation, je vous le redis, c'est hyper important. On va se retrouver encore avec moins de moyens et je vois arriver ça. Voilà, c'est tout. Ils ont été un peu rapides. Tu prendras la suivante. Ils n'ont pas voulu me prendre tout à l'heure. Merci. Oui, bonjour, moi c'est Virginie des services Finistère. Je voulais revenir sur les mandats interpro. Virginie. Je voulais revenir sur les mandats interpro. Et donc du coup le lien entre le pro et l'interpro sur ces mandats. Moi j'ai l'impression que ça... Alors j'en ai parlé à l'URI Bretagne puisque je suis membre du bureau régional et j'avais soumis l'idée. Alors peut-être que c'est fait autrement, je sais pas. Hein, c'est pas quelque chose que je connais. Enfin tout ce qui était handicap, etc. Je suis pas. Voilà. Je suis particulièrement sur le pro et je survole le handicap et je traite les dossiers des adhérents au fur et à mesure des dossiers. Parce qu'effectivement, on peut déposer un dossier, faire une demande à une personne qui va siéger à la médecine du travail ou des choses comme ça. Donc ça, c'est quand le mal est apparu et là, on peut effectivement faire appel à nos mandatés. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment on pourrait mettre le pro et l'interpro en commun. Moi, j'ai proposé à l'URI Bretagne de travailler sur cette question-là, puisque finalement, ça se travaille en interpro beaucoup, puisque c'est un dossier... Voilà, mais voilà, moi je pense que ça peut être un levier aussi très important de se mettre en commun et de pouvoir activer nos militants qui sont mandatés, ARS et compagnie, en amont. Voilà. Après, comment, je ne sais pas, mais c'est à creuser. Alors moi je suis Pascal du syndicat des services AGMT. Donc il y aura deux questions pour vous, une de ma part et une de Laurent Jeudi. Donc la première, c'est quelle est votre vision du fait que la plupart des employeurs, pour se rapprocher des 6% d'employabilité de personnes en situation de handicap, recensent les salariés déjà en poste? Comment les contraindre à la primo-embauche pour que ce soit un vrai effort, un objectif réussi, un objectif réel avec un vrai engagement du patronat? Ça, c'est ma première question. Et la seconde, c'est que pouvons-nous faire en tant qu'organisation syndicale CFDT pour contraindre l'État à adapter toutes les structures aux personnes en situation de handicap? Ça fait plus de 20 ans que le sujet est sur la table et de nombreuses structures et immeubles encore sont toujours inaccessibles. Bonjour, Laura, je suis secrétaire générale du syndicat des services Poitou-Charentes et aussi DSC chez Honnête Propreté et Facility Service. Et dans nos métiers de la propreté, on est une vraie fabrique à travailleurs en situation de handicap, puisque les gens arrivent souvent dans la propreté
pas par vocation. Et puis, ils y restent 10, 15, 20 ans et ils ressortent souvent avec des TMS, des maladies pro. Et puis, au moment de les reclasser, parce qu'ils sont souvent en inaptitude, il n'y a jamais de solution. C'est quasiment 100% de salariés qui sont licenciés et qui ont énormément de mal à se réinsérer ensuite dans le monde du travail. Mais en parallèle de ça, on a des employeurs qui se battent pour trouver des RQTH à droite à gauche. Il faut solliciter les salariés pour leur demander s'ils n'ont pas une RQTH dès l'entretien d'embauche. Donc il y a une politique RSE qui est très belle sur le papier, mais comme disait Christelle, souvent c'est des coquilles vides. Et on n'a pas aujourd'hui de levier hyper fort et impactant pour les employeurs pour les obliger à adapter les postes. Parce qu'il y a des fois, c'est possible. Souvent, même s'il y avait des petits aménagements qui étaient faits, on pourrait faire quelque chose. Mais on ne peut pas laisser autant de salariés sur le carreau, parce que se réinsérer quand on arrive à 55, 60 ans et qu'on n'a rien fait d'autre avant, ce n'est pas toujours évident de trouver des formations qui s'adaptent à leur situation de vie. Sachant que c'est des gens qui ont quand même donné souvent très longtemps à travailler en horaire décalé avec des conditions de pénibilité très intenses. Donc voilà, la réflexion serait sur quel levier trouver pour obliger les employeurs à mettre en place des choses pour sauver ces salariés. Je vais te répondre parce que du coup, je réfléchissais en même temps que tu me parlais. Qu'est-ce que je ferais si j'étais à ta place, en fait? Eh bien, écoute, si tu parles dans ta société directement de collègues de travail pour lesquels, c'est ça que j'essaie de comprendre, tu demanderais des adaptations des postes de travail? Générale. Ouais, sur l'ensemble de ta société. Ouais, eh ben écoute, ça va être simple. Tu es également élu, je pense. Vous êtes constitué comment? Tu as un CSE national, tu as... ouais. Donc vous avez déjà des... Est-ce que vous avez déjà interpellé l'employeur là-dessus pour lui demander de revoir, ne serait-ce que dans les documents uniques, ce qu'ils ont mis en mesure, quelle prévention ils mettent en face, parce qu'en fin de compte, il a des obligations. Si vous avez des taux élevés d'accidents du travail, tout à l'heure, qui étaient cités, de maladies professionnelles, est-ce que vous menez des enquêtes quand il y a des accidents du travail? Parce que généralement, quand on va mener des enquêtes sur le terrain, c'est justement pour que ça ne se reproduise plus et que déjà l'employeur soit contraint d'avoir mis des mesures en place. Tu vois, il y a des pistes d'orientation là-dedans déjà à aller au départ. Et après, comme je disais, il faut aussi, quand je dis le travail en amont, c'est justement de contraindre l'employeur à ne pas faire que de la réparation. Parce que dans ce que j'ai entendu de ce que tu dis, à juste titre, les employeurs aujourd'hui, ils viennent faire de la réparation. Quand ils ont épuisé tous les recours, demander des études ergonomiques de poste. Il y a plein de choses à faire, être accompagné par des experts. Il y a des moyens que vous pouvez acter dans des décisions collégiales en instance. Vous avez des leviers que vous pouvez mettre en place. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans la branche propreté, il n'y a pas de volonté des employeurs de faire ça. Donc c'est plutôt... toutes les entreprises sont dans le même bateau, et nous, les représentants, on dénonce tous la même chose. Bah, effectivement, de toute façon, c'est un peu, je fais un peu la même réponse, mais c'est vrai qu'il y a deux axes. Effectivement, il y a la prévention, donc tous les moyens qui vont permettre d'éviter effectivement qu'il y ait des problématiques. Et puis quand bien même, le levier, il est avant tout économique. Encore une fois, là, tu évoques des personnes qui sont en poste depuis, comme tu le disais, depuis de nombreuses années. Donc du coup, qui vont... c'est arrivé à ça génère un coût qui est bien supérieur au fait de mettre de la prévention et de pouvoir trouver des alternatives pour adapter un poste derrière. Donc en fait, c'est peut-être... alors c'est pas à vous de la faire, cette réflexion, c'est plus les employeurs, mais quelque part, c'est de l'initier, parce que finalement, des fois, il y a des choses qui paraissent évidentes et qui ne le sont pas forcément. Donc... je pense qu'à un moment donné, pour un vrai levier, c'est un levier où il y a un win-win. Et le win-win, pour le coup, il peut être qu'économique. Et là, clairement, à mon avis, il l'est. C'est déjà le cas, du coup, parce que c'est un coût supérieur. C'est ça qu'il
Peut-être. On a des logiciels à changer entre les entreprises et nous, hein, parce que moi, je ne suis pas douée en chiffres, mais il y a une étude qui a été faite dernièrement sur le coût des arrêts de travail et le bénéfice que les employeurs auraient à prévenir et à améliorer les conditions de travail, à améliorer les pratiques managériales et l'organisation du travail pour diminuer le nombre de RPS, par exemple, et combien ça serait limite, on rembourserait la dette. Ouais. C'est des investissements qui sont ultra rentables. Hein. Donc en fait, c'est peut-être les accès à aller sur ce type d'études qui mettent en avant ça, parce que clairement, voilà. Ouais, merci, parce que alors moi, quand ça sort avec trop de zéros, je suis un peu vite perdue. Mais là, on a un vrai logiciel, parce que eux, quand ils entendent les employeurs parler de performance, d'abord, ils considèrent qu'on n'a pas notre mot à dire, nous les OS, là-dessus, même au niveau national. Hein. Et alors qu'ils auraient tout à gagner, que ce soit le privé ou le public, économiquement, en termes de performance. Ton exemple des États-Unis le montre bien, à travailler autrement. Après, en levier, ça ne veut pas dire qu'on gagne, mais l'accord qui est signé à la FNAC, ça fait partie des leviers quand même d'action qui sont importants. Aller voir les salariés, mener des enquêtes, objectiver, médiatiser. Enfin, un patron un peu voyou, du coup, enfin entre guillemets, on va se le dire ici, parce que je ne sais pas s'il est voyou, mais un patron qui déconne, ça peut aussi se dénoncer sur le plan médiatique et avec chiffres à l'appui, avec des enquêtes qu'on peut mener. Il y a, on l'a déjà dit, mais l'inspection du travail, la médecine du travail qui peut aussi poser des alertes, la CARSAT. Enfin, on a quand même un certain nombre de moyens qu'on n'utilise peut-être pas suffisamment pour activer pour détricoter ce genre de choses. Mais franchement, la question médiatique, c'est quand même un sujet qu'on utilise insuffisamment et qu'on pourrait utiliser. Et puis nous, quand on porte la question de la conditionnalité des aides, c'est exactement, enfin, je ne sais pas si vous avez écouté Marie-Lise ces dernières interviews, mais il n'y a pas une interview où elle ne dit pas que la CFDT revendique la conditionnalité des aides. Aujourd'hui, les entreprises, elles ont des aides pour plein de raisons, pour plein d'objets, que ce soit les rémunérations, mais conditionnons les aides à des conduites exemplaires. Je crois qu'il marche plus non plus. Ah si, à des conduites exemplaires, que ce soit sur la manière dont les sujets du travail sont portés, la manière dont la prévention sur les questions de santé, sécurité, d'insertion, de maintien dans l'emploi, d'emploi des salariés porteurs de handicap. Comment cette conditionnalité des aides, on peut la mettre en face avec des indicateurs et justement aller plus loin. Et ça fait... Enfin, il n'y a pas un passage médiatique de Marie-Lise où ça, c'est pas des choses qui sont dites et qui sont portées dans ce sens-là. Et je pense que ça fait partie des choses qui peuvent faire bouger à terme les situations. Et puis le dernier élément, enfin, qui va vraiment dans le sens, c'est sur il y a deux choses. Les chômeurs longue durée, enfin aujourd'hui on a quand même des propos sur l'assurance chômage qui sont scandaleux, d'autant plus quand on voit que les chômeurs longue durée, c'est bien souvent des gens qui ont tout donné dans leur entreprise et qui se retrouvent, qui perdent leur emploi parce qu'ils ne sont plus en capacité de travailler. Voilà, alors qu'on demande aux gens de travailler plus longtemps et qu'on sait aussi que les seniors à qui on veut demander de travailler 2 ans de plus se retrouvent aussi aux portes de l'entreprise. Donc, et j'ai perdu mon troisième exemple, donc comme ça c'est parfait. Mais donc à un moment, on a à construire collectivement du revendicatif, j'ai envie de dire à tous les étages de l'organisation, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit sur les territoires et que ce soit relayé au niveau national. Moi, je pense, aujourd'hui, vu l'état du patronat, que la porte de sortie, elle est au niveau de l'entreprise. Nous, on est des caisses de résonance au niveau national. Mais la voie de passage,
à mon avis, elle est au niveau de l'entreprise et comment au niveau de l'entreprise on peut faire la démonstration que ça peut marcher et que là où ils ont peur, certains patrons, que ça freine la performance, qu'on prouve, comme tu viens de le prouver, que ça peut au contraire accélérer la performance de l'entreprise, le bien-être au travail et qu'on a tout à y gagner. Merci. Ouais, bah, je peux conclure dessus aussi. Hein. Mais il y avait un point que je voulais ajouter et je trouve qu'il est important. Alors, on le voit en santé, en psychologie, on dit faire le pas de côté, c'est-à-dire se mettre à l'extérieur d'une situation pour finalement avoir un regard quelque part le plus objectif possible dans ce qu'on va apporter. Vous, en tant qu'acteur social aussi dans les entreprises, je pense que ce travail-là, il va aussi passer pour bien comprendre la réflexion. Là, sur cette question-là, vous êtes constamment avec des personnes, j'entends, on parle beaucoup de leviers, on parle de choses comme ça. Bon, en fait, on fonctionne en processus, etc. Bon, tout ça, vous savez, dans les entreprises, elles sont structurées, ça date des années 70, avec des normes ISO, avec des façons des organisations qui permettent d'opérer sous forme de processus clés où on va retrouver telle une chose, une autre. Bon. Donc en fait, vous le savez mieux que moi, les entreprises sont organisées globalement comme ça. Ça vient à l'origine puisque effectivement c'était une voie, pour modéliser ça, hein, très schématiquement, c'était une voiture qui rentrait pour une fabrication. À la fin de la sortie du véhicule, il y avait un problème sur le rétroviseur. Le rétroviseur, on disait que c'était dans telle chaîne de processus, etc. Bon. Et donc là, on organise et on séquence notre organisation dans un groupe de travail, dans une organisation de la même façon. Aujourd'hui, vous avez des acteurs qui ont ces raisonnements-là, qui sont cloisonnés par rapport à des personnes qui sont axées sur la partie chiffre, des personnes qui sont axées sur la partie emploi, des personnes qui sont axées sur la côté compétitivité, des conseillers qui viennent extérieurs aussi sur le plan social. Et à un moment donné, il faut arriver, et vous, je pense que vous pouvez jouer un rôle majeur sur ces questions-là. Ça va être le fait de décloisonner un petit peu les réflexions. Donc vous avez effectivement un patronat que vous décrivez et à juste titre qui des fois va avoir des réflexions, on se dit mais en fait comment on peut arriver à faire en sorte qu'ils se mettent sur ces questions-là. Eux, en fait pour eux, s'ils ont une vision avec des personnes qui sont uniquement cloisonnés sur un poste, ils vont pas pouvoir croiser ces données-là, et c'est là où, à mon avis, vous avez vraiment un rôle majeur. Donc je vous invite vraiment à ce qu'on disait là sur les statistiques. Des fois, c'est pareil, des choses qu'en fait on a sous les yeux et qui, avec ce pas de côté, avec les réflexions sous-jacentes que vous menez en étant ici, en étant dans des groupes de travaux, où finalement vous réfléchissez sur des questions types. Vous pouvez avoir ce regard-là que des personnes qui sont au quotidien dans leur profession et qui sont souvent décisionnaires aussi, n'ont pas. Et ça, c'est aussi une force pour être, à mon avis, être entendu et pouvoir être acteur majeur dans le rôle que vous jouez au quotidien. Merci beaucoup. Eh bien, malheureusement, cette table ronde se termine juste avant du coup de passer à la prochaine séquence. Laissez-moi planter quelques petites graines. Pour vous dire que demain, nous continuerons nos travaux concrètement par des ateliers qui se dérouleront au 4e étage et que vous aurez le plaisir de découvrir. Et là, vous aurez des solutions très pratiques et très concrètes sur ce qui peut se mettre en place en entreprise. L'autre chose, c'est le nouveau plan de formation pour l'année 2026 a été... Ah, il y avait des attentes. A été validé, et à ce titre, pour les mandatés fédéraux, je vous informe qu'il y a des formations qui sont spécifiques autour de la santé au travail, des conditions de travail et du handicap. Et voilà, c'était les petites graines que je voulais planter. On continue. Je vois bien que ce sujet vous passionne et qu'on en frustre quelques-uns, beaucoup. Mais nous reprendrons ce sujet avec plaisir. Il y a une soirée, donc on aura tout le loisir d'en discuter en direct. Et merci infiniment à nos 3 invités de s'être rendus disponibles et d'avoir contribué.
Oui, pour vous avertir que c'est pas fini là, on va juste reprendre la suite des travaux. Juste on installe la table et on revient pour la dernière partie de cet après-midi. Merci de votre attention. Voilà. Oui, il est là, faut que je récupère. C'est Adrien qui me l'a donné. Oh. Comment? Comment? Hello. 1, 2. Yeah. Come on. Yeah. Oh là là. C'est chaud. Alors d'accord, 12 syndicats, il y a qui et ça se passe comment? C'est très simple. La CFDT en Ile-de-France est découpée en 12 syndicats pour pouvoir mieux représenter les différents secteurs d'activité et les réalités locales. Pour coordonner et unir tous ces syndicats franciliens, il existe une structure appelée la CORSIF, Coordination des syndicats services d'Ile-de-France. Laisse-moi te présenter les syndicats, il y en a même certains qui vont le faire eux-mêmes. CFDT CCI, CFDT Chambre de commerce et d'industrie. Syndicat du commerce 78. Service commerce 93, CFDT. HTR Île-de-France. Hôtellerie, tourisme, restauration. Alors, syndicat ICI, CFDT, immobilier, chambre des métiers, intérim. Syndicat SFP. Syndicat francilien de la propriété CFDT. CFDT SFPS. Syndicat francilien de la prévention sécurité. Le CISO. Le syndicat interdépartemental du commerce, CFDT. SMA, syndicat des mouvements et associations. SNPJ, le syndicat national des professions judiciaires de la CFDT. Bon, on va falloir m'expliquer comment on fait. Moi je vous propose, vous les syndicats, vous m'expliquez à peu près ce que vous voulez présenter de Paris et de l'Île-de-France. Moi je m'occupe de montrer. Et après, on voit ce qui se passe. Pour représenter Paris, le luxe. Un peu ta tenue, mais de l'autre sens. Tu sais, la marinière. Les cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques l'année dernière, qui présentaient bien l'Île-de-France. Non. Ça vous va ça pour les JO? Je peux pas faire mieux. Pour tout ce qui était la danse et l'Opéra de Paris, qui est quand même un des plus beaux opéras au monde.
Ouais, j'ai tête qui tourne. Ouais, bah, quand on me parle de l'opéra, Tu veux que je chante? Non, je ne On sais n'a pas. pas parlé de l'Arc de Triomphe. Ouais. Au bout de la plus belle avenue du monde. Mais bon, je prends un peu de risque là parce que quand même pas mal de voitures. Et il y a même la police qui vient de passer. Donc je vais faire attention. Voilà. Paris, c'est la coupe aux grandes oreilles. C'est champion d'Europe. C'est la première équipe d'avoir autant de titres. T'as les Tours de la Défense, notre lieu de travail. Eh oui, là où siègent les plus grandes sociétés, il y a souvent de la prévention, de la sécurité et les voies de la CFDT. Très bien. Bon, les vacances. Ah non, mais tu sais, alors, il faut arrêter, quoi. Métro, boulot, dodo, c'est bien, mais pas trop. Et on a les bateaux sur la Seine. Marie, bonjour. Paris, c'est également la Seine. La Seine qui se jette pas loin du Havre. Hashtag Congrès 2023, vous m'avez vu, rappelez-vous. Et bienvenue à bord de ce bateau. Aujourd'hui, on découvre Paris d'une autre manière, Paris autrement, Paris sur l'eau. Parce que Paris, c'est un musée à ciel ouvert, c'est beau. Et là, aujourd'hui, vous allez pouvoir voir derrière moi le pont Alexandre III, la tour Eiffel. Tout ça, je vous invite à le découvrir. Oui, et nous pouvons aussi rajouter Notre-Dame, donc Notre-Dame de Paris, qui est très célèbre aussi bien dans Paris que dans le monde entier. Paris se réveille quand les cloches sonnent dans les tours de Notre-Dame. On a aussi l'avenue Montaigne aussi. Avenue Montaigne. Clairement, très belle avenue. Hein. Il n'y a pas de Tungo. Hein. Et ça, c'est 170 ans de SMIC. Joli. Musée de Louvre. Ouais. Ah, et c'est quand même le musée le plus visité au monde. Pas rien quand même. L'Île-de-France, c'est aussi une très grande diversité, puisqu'il y a le poids énorme de Paris, mais il y a aussi des espaces qui sont des espaces quasi ruraux. C'est vrai que tu peux te retrouver à des endroits où tu es tout seul avec des oies. Ah, c'est aussi ça, l'Île-de-France. L'Île-de-France ne se résume pas uniquement à Paris. C'est un grand marché anniversaire, c'est l'emblème de 78. Tu peux pas faire mieux. J'ai l'impression qu'ils ont oublié un truc pour ce qui fait penser à Paris et l'Île-de-France. L'esclavage moderne. Non, pas ça. Tu démarres à la fin de la vidéo. Il n'y a rien d'autre. Hein. Ah oui, la Tour Eiffel. Moi, j'allais dire la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, ça peut être pas mal. T'as la Tour Eiffel. Paris, c'est la Tour Eiffel. Paris, fabuleux Paris. Enfin, la Tour Eiffel, on la connaît, quoi. Paris, pour moi, c'est la capitale, c'est la Tour Eiffel, c'est la plus belle ville du monde. Philippe, oui. C'est ok pour ton discours, tout est bon? Ah bah attends, moi je suis en train de chercher mon inspiration là. Ah oui, pas mal. Avec Ah ouais. Ah oui. Okay. Ah bah oui, il y a des images, ça me permet de me comprendre. Ok, ça me va. Ah ouais, moi aussi. Et tu t'es occupé des immeubles là, l'année où? Je sais pas, mais t'as raison, faut peut-être que j'aille checker. Je vais la voir. Bon, maintenant, faut que je me repère. Ouais, c'est bon, j'ai juste à remonter. Ok, on va reprendre tranquillement pour... Ouais, plus doucement, ça serait cool.
Donc là, je vais vous annoncer le vote, le résultat du vote sur la candidature complémentaire du Bureau fédéral. Alors, le résultat de l'élection complémentaire du Bureau fédéral, il y avait une seule candidature et je vous annonce que Raphaël Sieskelski a été élu à, on se demande, 100%. Merci. Donc tu peux te lever. Félicitations. Table ronde. J'invite Véronique à monter à la tribune. Alors, félicitations Raphaël, hein, à voir la joie sur ton visage. Je vois que on t'a pas encore parlé du processus d'intégration, mais les autres membres du bureau fédéral vont s'en charger. Voilà. Alors, il s'agit d'une délibération. Alors, je vais essayer d'être la plus claire possible. Il s'agit d'une délibération qui est relative à la transmission directe qui serait assurée par la fédération des listes d'adhérents d'assistantes maternelles à la Massif, dans le cadre de l'assurance de responsabilité civile professionnelle, qui existe déjà, afin de simplifier le processus et de soutenir l'action des syndicats. Alors, chers camarades, nous allons maintenant nous prononcer sur une délibération qui concerne directement la protection de nos adhérentes assistantes maternelles. On le met au féminin parce qu'il y en a quand même 97%. Vous le savez, l'assurance responsabilité civile et professionnelle est obligatoire pour exercer leur métier. Sans elle, nos adhérentes ne peuvent tout simplement pas travailler. C'est donc bien plus qu'un service, c'est une condition essentielle pour sécuriser leur activité et protéger les familles qui leur font confiance. Pour rappel, cette assurance a été souscrite depuis une dizaine d'années par la Fédération. Nous avons donc désormais le recul et l'expérience nécessaires pour affirmer qu'il s'agit d'un dispositif solide, reconnu et efficace. L'analyse de ces années de fonctionnement nous montre que ce service est indispensable et qu'il doit être encore mieux sécurisé. Par ailleurs, les autres organisations syndicales se sont également dotées de responsabilités civiles et nous devons donc rester compétitifs. Aujourd'hui, le processus interne actuel est trop complexe. Les syndicats doivent transmettre leur liste à la fédération à chaque entrée et sortie d'adhérents. Et là, je vois qu'il y en a plein qui se disent « Ouh, mince !» C'est là que réside le problème. Et la fédération, ensuite, les transmet à la Massif. Ce système actuel multiplie les allers-retours et crée des risques d'erreur et d'oubli, ce qui explique le « oh mince », et ne garantit pas pleinement la protection des données personnelles, engageant notre responsabilité. Avec la délibération proposée, la fédération assurerait directement la transmission des listes à la Massif. Cela représente 4 avancées majeures. Une meilleure efficacité avec un circuit simplifié, plus rapide et plus fiable et une actualisation régulière. Une meilleure protection des adhérentes avec la garantie d'une couverture sans interruption. Un meilleur respect du règlement général de la protection des données en centralisant la gestion. Nous limitons les intermédiaires et renforçons la confidentialité des données. Et enfin, un fédéralisme opérationnel. Les syndicats restent acteurs de l'adhésion et de l'accompagnement pendant que la fédération prend en charge la partie technique et administrative. Les informations transmises par la fédération seront le NPA, le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse postale, l'adresse mail et la date d'adhésion. Cette délibération illustre ce que doit être notre organisation protectrice, moderne, respectueuse des règles et organisée de façon efficace entre les syndicats et la fédération. Je vous invite donc à voter positivement cette délibération, à moins que vous ayez envie d'envoyer toute votre vie des tableaux. C'est garantir l'efficacité, la sécurité, le respect du RGPD, mais aussi la continuité d'un service essentiel qui, depuis des années, permet à nos assistantes maternelles d'exercer leur métier en toute légalité et sérénité. Derrière chaque foyer, un métier,
derrière chaque métier des droits et aujourd'hui, nous les faisons vivre. Merci et bon vote. Merci Véronique. Donc maintenant, c'est comme ce matin, nous allons passer au vote. Donc le listing est établi sur la base du nombre de cotisations 2024, ça a déjà été précisé. Chaque syndicat doit répondre en indiquant le nombre de mandats. Les mandats pour les porteurs de mandats, c'est derrière. Pour, contre ou abstention. Pour rappel, le nombre de mandats figure sur les badges, j'ai déjà dit. Sur les mandats pour et contre seront pris en compte pour les résultats finaux. Donc je vais appeler chaque syndicat. Donc j'appelle le syndicat Service de l'Ain, 15 mandats. Donc c'est là, je suis pas sûre. Hein? Le syndicat de l'Ain, personne. Et porteur de mandat est parti. Ok. Service Alpes-Maritimes, 75 mandats. 75 mandats pour. Ok, merci. 75 pour, je répète. Service des Ardennes, 8 mandats. Personne? Non? Bon, ok. Service de l'Aube, 10 mandats. Service de l'Aube, 10 mandats. Bon, absent. Service Basse-Normandie, 55 mandats. Bon, je les rappelle après, ouais. Mais oui, parce que... Ouais, ok. Parce que Aurélie est là. Service de la Côte d'Or, 33 mandats. 33 pour. Service Drôme-Ardèche, 34 mandats. 34 pour? C'est ça? Ok. Service 28, 13 mandats. Absent. Ok, on rappelle. Service du Finistère, 71 mandats. 71 pour. Service Gare Lozère, 22 mandats. 22 pour. Service AGMT, 51 mandats. 51 pour. Service d'Ille-et-Vilaine, 61 mandats. 61 pour. Service du Val-de-Loire, 33 mandats. 33 pour. Service de l'Isère, 27 mandats. 27 pour. Service Loire, Haute-Loire, 33 mandats. Service Loire-Atlantique, 42 mandats. 42 pour. Service et commerce du Loiret, 20 mandats. 20 pour. Service du Maine-et-Loire, 41 mandats. 41 pour. Service de la Marne, 26 mandats. 26 pour. Service Meurthe-et-Moselle, Meuse, 75 mandats. 75 pour. Service Vosges et Moselle, 82 mandats. 82 pour. Service de Lille, 69 mandats. Ok, absent. Absent, ok. Service Sambre-Escaut, 28 mandats. 28 pour. Service Artois-Doisis, 65 mandats. Douaisis. Oh. 65 pour. Ok, merci. Service de la Côte d'Opale, 49 mandats. 49 pour. Service Cap d'Auvergne, Auvergne, 28 mandats. 28 pour. Service Pays Basque, 28 mandats. 28 pour. Service du Berne, 16 mandats. Je répète de toute manière. 16 mandats. Service du Berne. Berne. 16 pour. Aquitex Alsace, 10 mandats. Aquitex Alsace, 10 mandats. 10 pour, ok. Service du Haut-Rhin, 26 mandats. 26.
26 pour. Non, je peux pas. Commerce et services du Rhône, 58 mandats. 58 pour. Ok. Syndicat national des professions judiciaires, 15 mandats. 15 pour. Syndicat hôtellerie, tourisme, restauration, Île-de-France, 189 mandats. 189 pour. Syndicat mouvement et association, 30 mandats. 30 pour. Syndicat des personnes des chambres de commerce et d'industrie, 23 mandats. 23 pour. Syndicat francilien de la prévention et sécurité, 78 mandats. Prévention sécurité, Île-de-France, personne? Absent. Ok. D'accord. Syndicat francilien de la propreté, 225 mandats. 225 pour. Syndicat ICI, 35 mandats. 35 pour. Syndicat interdépartemental du commerce, 165 mandats. 165 pour. Pas encore. Service des Yvelines, 28 mandats. 28 pour. Service de Picardie, 94 mandats. Merci. 94 pour. Service du Tarn, 17 mandats. 17 pour. Service du Var, 37 mandats. Service du Var, 37 pour. Service du Vaucluse, 15 mandats. 15 pour. Service de la Vendée, 25 mandats. 25 pour. Service Poitou-Charentes, 34 mandats. 34 pour. Service du Limousin, 16 mandats. 16 pour. Commerce et services de Saint-Denis, 44 mandats. 44 pour. Et c'est bon. C'est bon, normalement. J'attends les résultats. Parce que c'est pas évident. Ah, alors c'était. Tu es il y a des. 28. Ouais, 13 mandats. 13 pour. Ok, je sais pas. Ouais. Je vais peut-être rappeler les quelques syndicats qui m'ont pas répondu. Donc, service des Ardennes. Toujours à l'apéro. Ok. Service de l'Aube. Toujours pas. Service 28, c'est bon? Non, l'Ain. Service de l'Ain? Non, il est parti. Service Loire, Haute-Loire. Et service de Lille. Ah oui, et syndicat francilien de la prévention sécurité? Non. Bon, bah voilà. Donc on peut arrêter les votes. C'est qui? Hein? Oui, donc à 100%. Donc la délibération sur ce que vous a présenté Véronique a été adoptée à 100%. Alors, avant de conclure ce CNF, il y a quelques annonces sur les ateliers de demain. Donc, comme vous l'a dit un petit peu Aurélie tout à l'heure, donc demain matin, 5 ateliers seront ouverts aux délégués, animés par les experts de la santé et du handicap. Handi-réalité, une immersion apprenante dans le monde du handicap grâce à la réalité virtuelle. Il y a Okinéa, comment améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap. Ergo Santé, découverte des exosquelettes en environnement professionnel. Endo France, sensibilisation aux effets de l'endométriose. Et le travail que nous voulons, un jeu éducatif CFDT. Vous pouvez vous répartir librement dans ces ateliers. Les équipes de la fédération seront présentes pour vous guider. Rendez-vous demain à 9h au 4e étage. Retour en plénière à 10h15 avec l'intervention de Yvan Ricordo, secrétaire général adjoint de la Confédération. Et les informations logistiques pour la mobilisation de demain,
Un véhicule sera stationné dès le matin à l'entrée du site. Les participants de la mobilisation pourront y déposer leurs bagages. Le véhicule suivra le cortège pendant toute la durée de la mobilisation. Soirée festive de 19h30, à partir de 19h30 à 23h. La soirée se tiendra au premier étage, côté jardin, à partir de 19h30. Voilà, je vais conclure cette journée et je vous souhaite une bonne soirée, bon apéro et merci à tous.